débuter. Alors, je vais rapidement me présenter juste pour remettre le cadre et ensuite on débutera le webinaire. Donc, moi, c'est Anastasia Kowalski, je suis stagiaire à la CRES Grand Est, à l'antenne de Strasbourg, et je suis chargée de veille économique et de l'animation de la plateforme Essor. Et l'une de mes missions de stage, c'est donc l'animation de la plateforme et d'organiser des webinaires. Donc, voici mon premier webinaire qui s'intitule donc l'économie circulaire, quelles opportunités pour l'ESS. Aujourd'hui, on aura donc un créneau d'1h30, donc on va essayer de terminer vers 15h30. Ce webinaire se fait avec l'intervention du collectif Grand Est, d'Écomaison, d'Emmaüs Nord-Alsace et de Hollywood, l'Atelier Bois. Et je vais débuter tout de suite avec... Voilà. Une petite précision, ce webinaire est enregistré, car il sera ensuite disponible au replay sur les plateformes de la CRES Grand Est. Si jamais l'un ou l'une d'entre vous ne souhaite pas être vu, n'hésitez pas à changer votre nom et rester anonyme, il n'y a pas de souci. Alors, au programme, donc d'abord une présentation de la plateforme Grand Est, Essor Grand Est, pardon. On continuera ensuite par une présentation du collectif Grand Est, ensuite des opportunités de partenariat avec Écomaison, et enfin une table ronde et des témoignages de structure de l'ESS. Et on gardera également un temps de questions-réponses. Alors, pour information, les précédents webinaires Essor, le premier daté de juillet et était axé sur les financements dans l'ESS. Et le plus récent de novembre était, lui, axé sur le mécénat, les fondations et le financement privé pour l'ESS. Ils sont également disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la CRES Grand Est, tout comme sera ce webinaire. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Mirko pour la présentation de la CRES Grand Est. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mirko Payette, chef de projet à la CRES Grand Est. Et donc simplement deux mots pour vous dire qui on est si vous ne nous connaissez pas encore. Donc la CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On est la tête de réseau régional des structures qui relèvent du secteur de l'ESS au sens de la loi de 2014 qui régit l'ESS en France. Et dans ce cadre-là, on a des missions de représentation de l'écosystème auprès des pouvoirs publics, de formation des dirigeants de l'ESS, d'observation à travers la création d'un observatoire annuel de données sur l'économie sociale et solidaire, des missions autour de la promotion de ce modèle d'entreprendre et de développement économique qui est l'ESS. Et enfin, une mission sur le développement des structures de l'ESS, et donc avec plusieurs missions différentes au sein de la classe Grand Est, notamment donc l'animation de la plateforme Essor dans ce cadre-là. Simplement vous dire que en Grand Est, on représente environ un peu moins de 15 000 établissements employeurs, soit un peu plus que 215 000 personnes salariées. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui la plateforme Essor, mais on a également d'autres plateformes, d'autres outils à la CRES Grand Est, notamment donc, une plateforme qui est dédiée à la promotion des offres et services des structures de l'ESS pour favoriser l'achat socialement et écologiquement responsable des acheteurs publics et privés, donc acheterresponsablegrandest.com. On a également la plateforme du dispositif local d'accompagnement de l'ESS en Grand Est, qu'on coordonne au niveau régional, et que les structures de l'ESS peuvent solliciter au besoin pour se faire accompagner. Et également la plateforme du mois de l'économie sociale et solidaire qu'on anime chaque année afin de valoriser l'agenda événementiel de l'ESS au mois de novembre. Voilà, je te rends la parole à Anastasia. Merci Mirko. Je vais donc passer maintenant à la présentation de la plateforme Essor. Donc la plateforme Essor, qui est donc le portail de l'accompagnement et du financement de l'ESS dans le Grand Est. Elle existe depuis 2020. Et les principaux financeurs, c'est important de le rappeler, sont le préfet de la région Grand Est, la région Grand Est, l'Union européenne et le département de la Meurthe-et-Moselle. Et on a également le pôle mécénat qui est partenaire d'Essor. Donc, sur cette plateforme, on a depuis 2020 807 appels à projets, dont 80 qui sont en cours actuellement actifs sur la plateforme.
Nous avons 194 structures actives qui déposent des offres d'accompagnement et de financement, dont 167 offres d'accompagnement et 55 offres de financement sur la plateforme. Alors, la plateforme Essor, elle a plutôt deux axes principaux. Le premier, c'est dans le cas où une structure de l'ESS ou un porteur de projet. Dans ce cas, la plateforme Essor, elle est utile pour consulter les appels à projets, mais également pour chercher un accompagnement ou un financement. Dans le cas où on cherche un appel à projet ou un financement, on peut utiliser de nombreux filtres pour affiner la recherche qui est disponible sur Essor, mais également, dans le cas d'un acteur ressource, je peux inscrire ma structure pour ensuite inscrire mes offres disponibles sur la plateforme. On préconise d'avoir un compte maximum par structure afin d'éviter trop d'informations inutiles et de duplicats, de doublons, pardon. On porte aussi un intérêt à ce que les informations soient mises à jour régulièrement sur vos offres de financement et d'accompagnement pour offrir une meilleure information aux gens qui seraient intégrés sur la plateforme. Également, pour rappel, la plateforme Essor, on a une newsletter, le Flash Essor, que vous pourrez retrouver environ toutes les 2 semaines, où vous avez donc un condensé des appels à projets qui ont été proposés sur la plateforme. Dans le même temps, nous avons également une fois par mois la CRES Grand Est qui propose un carrousel sur LinkedIn des principaux appels à projets du moment. Donc, une fois par mois, vous retrouvez ce carrousel, mais également la CRES qui a une newsletter différenciée que vous retrouvez également une fois par mois. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Théo Bonton, qui est chargé de mission climat et économie circulaire, initiative durable pour le collectif Grand Est, qui est le réseau de l'économie circulaire, pardon, pour vous présenter ce réseau. Oui, bonjour à tous. Du coup, effectivement, je me présente, Théo Bontemps. Je vais vous parler aujourd'hui du réseau collectif Grand Est. Et du coup, je suis co-animateur de ce réseau pour le collectif Grand Est. Donc, avant de parler de ce réseau, si on parcourt voilà, les quelques slides. Donc, effectivement, l'idée de ce réseau est et de parler d'économie circulaire. Donc, je me suis permis de faire une rapide introduction à l'économie circulaire sans forcément rentrer dans la définition et les détails, mais on le sait que ça représente donc un cercle qui passe par 3 champs d'application. En bleu, ici, sur le schéma, ça va être l'offre des acteurs économiques. Ensuite, la demande et le comportement consommateur en vert. Et enfin, pour finir, tout ce qui va être lié à la gestion des déchets en orange. Donc l'économie circulaire, elle se structure à travers ces 3 grands champs et à travers du coup 7 piliers clés. Pour en citer quelques-uns, l'éco-conception en fait partie, l'économie de la fonctionnalité, ainsi que l'EIT comme l'écologie industrielle et territoriale, où je vais pouvoir aussi vous en parler davantage. Donc une fois ce cadre posé sur rapidement la définition de l'économie circulaire, nous, notre but pour Collectif Grand Est, donc on est un réseau et on est le réseau dédié à l'économie circulaire dans le Grand Est. Et à travers ce réseau, on a également une plateforme où je vais pouvoir vous présenter un peu plus cette plateforme à travers quelques petites captures d'écran. Mais on organise aussi des événements pour pouvoir enrichir et pour pouvoir se rencontrer et faire la promotion de l'économie circulaire dans notre belle région. On le voit aussi à l'écran ici, en fait, Collectif, donc, qui est le réseau pour la partie Grand Est. Il n'y a pas que Collectif, il y a d'autres réseaux qui font l'éloge de l'économie circulaire, comme typiquement, on est à peu près une 13 réseaux, et comme si je dois donner des exemples, il peut y avoir Québec circulaire, comme aussi Grand Paris circulaire, et ou d'autres réseaux qui font office de d'autres régions, en France en tout cas. Donc nous, notre but est de promouvoir l'économie circulaire et aussi on peut faire des événements
à travers une fresque, donc la fresque de l'économie circulaire, qui est un atelier de sensibilisation qui se base sur le même principe que la fresque du climat, et où l'idée est donc de favoriser les échanges et, euh, et de comprendre ensemble le mot économie circulaire autour d'un atelier thématique et d'un jeu sérieux. Donc ça, c'est aussi la première façon de comment on peut réaliser des événements et comment on peut sensibiliser les, les personnes à l'économie circulaire. Je vous ai parlé du fait que j'étais co-animateur. Effectivement, non, merci, on peut passer à la slide. Donc effectivement, moi, je gère la partie Alsace depuis peu, depuis le 1er janvier 2026. Mais il y a aussi mes deux autres co-animateurs pour la partie Champagne-Ardenne avec Pierre Lemarchand et la structure associée qui est le Club écologie industrielle de l'Aube. Et enfin, pour la partie Lorraine, Zelda Bubule avec du coup l'IAE Grand Est, basé à Nancy. Donc nous trois, on est les trois co-animateurs de ce réseau collectif Grand Est. Ensuite, le réseau, comme évoqué, a aussi une plateforme qui est donc la plateforme collective. Elle s'articule autour de 6 grandes thématiques rubriques: l'actualité, les événements, la communauté annuaire et quelques initiatives ainsi que des ressources. Donc ces 6 rubriques font notre site, notre plateforme. Et l'idée est d'avoir un réseau ouvert dédié aux acteurs économiques. On a à ce jour un peu plus de 1600 membres et on peut donc s'y inscrire sur cette plateforme, avoir tous les avantages, c'est-à-dire donc l'actualité autour de l'économie circulaire en Grand Est, de pouvoir avoir une vision sur les événements. Et ensuite, on a également une page LinkedIn ainsi qu'une newsletter qui apparaît tous les mardis matins pour pouvoir faire la promotion de l'économie circulaire et des gros événements ainsi que des grosses actualités qu'il y a pu avoir en région Grand Est. Donc, je vous ai mis le site collectifgrandest.org. Ensuite, donc, quelques petites captures d'écran. Ici, on est sur la rubrique événements. Donc, on le voit à travers le mois de mars. On a eu quelques événements et notamment, on voit avec à chaque fois un focus dédié. Donc, vous pouvez, vous, publier votre événement. Si vous avez un événement en lien avec l'économie circulaire, vous pouvez le publier sur la plateforme et il pourra apparaître dans cet agenda et être visible de toutes les personnes qui s'inscriront sur le site et sur notre plateforme. Également sur la partie annuaire, donc ici on a les entreprises en lien avec l'économie circulaire. Donc ici c'est plutôt un annuaire des professionnels du Grand Est avec plusieurs filières dédiées. Donc là vous pouvez aussi vous y inscrire si vous êtes du coup une structure en lien avec l'économie circulaire. Et ça va permettre aussi du coup d'avoir un annuaire pour les personnes qui souhaitent par exemple vous contacter pour des projets ou autres, avec à chaque fois les cibles dédiées, les thématiques spécifiques. Donc là l'idée étant d'être un annuaire pour les structures, mais aussi des solutions et technologies en lien avec l'économie circulaire. La rubrique initiative, donc ici, cette rubrique permet aussi de voir les grandes initiatives, les actions menées dans notre région en lien du coup avec ce projet d'économie circulaire. Ça permet aussi d'avoir une sorte de cartographie des gros projets. Et donc on le voit ici avec quelques exemples. On peut cibler les secteurs d'activité, les zones géographiques, et ensuite d'avoir une vision un peu plus mature sur certains projets notamment. Vous avez aussi l'opportunité, une fois inscrit sur cette plateforme, de pouvoir publier vos initiatives. La partie ressources est donc une partie un peu plus avec notamment des supports de présentation. Ici, on voit à l'écran, il y a 4 grands exemples où il y a voilà, des supports de présentation d'événements qu'on a pu réaliser auprès d'autres organismes, comme notamment le 17 décembre 2025, on a fait un événement avec du coup l'INEC,
l'Institut national de l'économie circulaire, mais aussi des replays de conférences avec notamment le salon BI 5.0 basé à Mulhouse, qui permet donc voilà, d'avoir quelques ressources avec notamment la thématique économie circulaire. Et petite nouveauté, je vous ai parlé du fait qu'il y avait 13 plateformes d'économie circulaire. La nouveauté étant que on a un site qui permet de regrouper toutes ces plateformes, qui est économiecirculaire.org, qui est donc le réseau des plateformes de l'économie circulaire en France. Et la nouveauté est que maintenant, le centre de ressources est collaboratif et, et du coup permet de réunir toute l'actualité de l'économie circulaire en France, mais pas que, aussi au Québec, de par la plateforme Québec Circulaire. C'est vraiment un outil nouveau et puissant dans le sens où maintenant on peut avoir une vision 360 de l'actualité publiée par tous les réseaux. Et on le voit ici à l'écran à travers trois exemples qui sont les réseaux donc, de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie et de Méditerranée où on voit du coup une vision et on peut également piocher par thématique, par mots-clés. Si on a envie, voilà, par exemple, d'avoir une vision plus complète sur le textile en France et en lien avec l'économie circulaire. Grâce à cette plateforme et à ce centre de ressources, on aura toutes les ressources disponibles pour la partie textile. Et donc, notre plateforme collectif et collectif Grand Est est aussi liée à un programme du coup qui est avec l'ADEME et la région Grand Est, qui est le programme Climaction, qui sont donc nos partenaires principaux, mais pas que. Il y a également d'autres partenaires sur lesquels on est appuyé, comme l'Agence de l'eau, la CCI, la CMA, l'Adrial et la CRES également. Et à travers cet écran, on voit donc un dispositif qui est intéressant dans la région Grand Est, qui est le dispositif Clic Agile, qui est un petit outil qui permet d'avoir une vision sur les aides disponibles et sur les projets de transition écologique. Donc ça réunit l'économie circulaire, mais pas que. Donc ici, c'est un outil très simple où en quelques clics, et si on a une vision des projets qu'on a envie d'appliquer pour notre structure, ça nous permet d'avoir les contacts. Et c'est vraiment l'outil qui permet de faciliter en tout cas le soutien technique et financier sur la transition écologique. Et enfin, du coup, rapidement, une slide qui illustre les futurs événements. Donc ici, quelques événements comme notamment des visites d'entreprise. Le 9 avril, il y aura une visite donc du projet Sarvi, qui est un projet, une démarche d'EIT sur le territoire de Sarrebourg, et donc avec une visite d'atelier de couture, où l'idée étant voilà, d'une structure d'insertion peut-être que vous connaissez, mais qui permet d'avoir une entraide sur l'emploi et basée à Sarrebourg. Ensuite, on aura en début juin la bourse aux matériaux à Strasbourg, qui est donc un projet, un événement sur 2 jours, le 5 et 6 juin, qui permettra à certaines structures de pouvoir réduire leur stock et d'avoir du coup une meilleure vision sur le réemploi de leurs matériaux. Le début juillet, le 7 juillet, il y a une journée textile Grand Est qui aura lieu. L'idée étant de faire 4 ateliers pour permettre de mettre en lumière, je vous en ai parlé, mais mettre en lumière les actions autour de l'événement, enfin autour de l'événement et du secteur textile. Et donc ça va être une journée dédiée. Le lieu est encore à confirmer. Et ensuite, de l'autre côté, on a le Congrès Ressources, qui est un gros événement basé à Troyes où là, l'idée de cet événement qui est aussi sur 2 jours, le 13 et 14 octobre, de faire vraiment la promotion de l'économie circulaire, mais notamment de l'EIT, à travers voilà, des visites de sites et aussi à travers des présentations de projets et autres. Et enfin, j'en ai parlé aussi en préambule, le salon BI 5.0 basé à Mulhouse, qui aura lieu donc le 17 novembre pour cette édition 2026. Et là, l'idée étant un gros salon
où il y aura effectivement plein de présentations et une présentation avec Collectif Grand Est sur l'économie circulaire en fin de journée du 17 novembre. Il y a aussi d'autres événements qui s'ajoutent à travers du coup cette plateforme et à travers la rubrique événements. Donc ça, je vous laisserai vous y inscrire pour pouvoir avoir une vision 360 des événements autour de l'économie circulaire dans notre belle région. Très bien, merci beaucoup Théo. Je vais regarder dans le chat, est-ce qu'il y a des questions déjà qu'on pourrait peut-être prendre rapidement? Je vois Fabienne Buller qui demande pour le 7 juillet, est-ce que vous cherchez encore des lieux? Pour le 7 du coup, juillet sur la journée textile, c'est plutôt à ma co-animatrice qui est basée en Lorraine, donc Zelda. Mais je pense que le lieu est déjà bien mature et on a déjà une idée du lieu. Ça serait en tout cas en Lorraine. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le temps de laisser aux participants le temps d'écrire leurs questions dans le module questions-réponses, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dessus. Moi, j'avais simplement une remarque générale pour les personnes qui nous écoutent. Euh, je pense que c'est vraiment très, très important que les structures de l'ESS qui sont sur des thématiques d'économie circulaire se recensent en fait hein, sur la plateforme collectif Grand Est. Et c'est une bonne vitrine et c'est une bonne manière également d'intégrer les sous-communautés qui sont avec les forums qui sont animés sur cette plateforme. Et c'est une source riche d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiller et vous inscrire également à la newsletter du collectif Grand Est et à solliciter ce réseau qu'on a la chance d'avoir Grand Est. Je me demande si les slides seront disponibles après le webinaire. Oui, le replay sera en ligne et les dispositifs, les PowerPoint seront également disponibles. Merci Théo. Je pense qu'on peut laisser maintenant la parole au prochain intervenant, Dorian Reynaud de Écomaison. Je vais arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez partager directement vos slides. Bonjour, merci. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui, c'est tout bon. Parfait. Alors je commence. Donc déjà pour me présenter, donc je suis Dorian Reynaud. Je suis responsable développement régional sur une grande partie de la région Grand Est, notamment l'Alsace et la Lorraine. Et donc aujourd'hui l'idée ça va être de vous montrer les aides financières qu'un éco-organisme peut apporter au développement du réemploi sur votre territoire, notamment en vous parlant du conventionnement éco-maison sur nos 3 filières, meubles, jouets et brico-jardin. Et vous parlez aussi de notre appel à manifestation d'intérêt, donc territoire et réemploi, qui va être relancé au mois d'avril et qui permet aux ESS d'avoir un financement pour le développement et la pérennisation de leur activité. Alors déjà, vous présentez très rapidement Écomaison, parce que je pense que vous connaissez les éco-organismes et le but. Donc nous, on est bien un éco-organisme, on est agréé depuis 2011 sur la filière mobilier notamment. Ce sont les fabricants et des distributeurs de mobilier qui ont fondé Écomobilier, qui est maintenant Écomaison. Et depuis donc 2022, on est agréé aussi sur la filière des jeux jouets, des brico-jardins et sur la filière bâtiment. Donc nous, on est une structure à but non lucratif, on reste de droit privé. On reçoit l'éco-participation du coup des metteurs au marché. Donc sur le mobilier, pour vous donner un exemple, Ikea, Conforama, quand vous achetez un produit, vous payez une éco-contribution qui nous est reversée. Et cette éco-contribution, on a des obligations réglementaires qui nous sont émises par l'État via un cahier des charges. On doit utiliser ces fonds pour la collecte et le recyclage des déchets de nos filières, plus l'utiliser pour soutenir le réemploi et l'innovation. Donc sur les 4 filières que je vous ai citées précédemment. Donc là, on va parler que de la partie réemploi. Donc je vous disais, donc aujourd'hui sur la filière ameublement, ça va concerner
tous les produits aujourd'hui qu'on connaît de la filière meuble, que ce soit des meubles de rangement, de la literie, des matelas, des décorations textiles, ça va être du voilage, des tapis, des couettes, oreillers. L'ensemble de ces produits aujourd'hui de la filière ameublement ont une éco-participation qui est émise et on doit en gérer la collecte, le recyclage et le réemploi sur l'ensemble du territoire. Sur la filière brico-jardin, on sera sur des produits qui seront du coup non thermiques et non électriques. On est agréé sur les parties du coup des outillages à main et sur la partie des équipements et d'entretien du jardin. Donc là, ça va être des produits divers et variés liés au bricolage, mais aussi liés au jardinage que vous allez plutôt retrouver aujourd'hui chez des distributeurs de surfaces de bricolage ou des jardineries, type Jardiland, qui coparticipent aussi, et on en a, on la garantie sur le recyclage, la collecte et le réemploi. Et la dernière filière sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, c'est la filière jeux jouets, donc qui va rassembler l'ensemble des catégories de jouets, donc d'intérieur, les jeux de société et les puzzles, ainsi que les jeux d'extérieur et les jouets cadeaux. Pareil là, on est agréé sur ces filières, on doit en gérer la collecte, le recyclage et le réemploi. Pour faire une petite illustration, donc Écomaison aujourd'hui, si on prend l'ensemble de nos filières, on représente à peu près 12 000 points de collecte sur le territoire français aujourd'hui. Alors dans ces points de collecte, on compte l'ensemble des déchetteries publiques où on a des bennes Écomaison pour le mobilier, mais aussi des caisses palettes pour le jouet et brico-jardin. On a des contenants de collecte qui sont chez les professionnels du meuble, des matériaux de construction, du jouet et du brico-jardin. Aujourd'hui, on a les déchetteries professionnelles qui sont en contrat avec nous et sont compris aussi également nos opérateurs chez qui vous pouvez aller déposer également notamment les flux de mobilier. Donc aujourd'hui, on représente à peu près un maillage de 15 km, alors en prenant en compte toutes nos filières, avec un maillage grand public de 10 000 points à peu près et 9 000 qui accueillent les professionnels aujourd'hui. Un peu moins sur la. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, on a collecté et recyclé 1,7 million de tonnes de déchets sur l'ensemble de ces filières, avec une grosse part quand même qui va concerner le bois et le CSR, mais une partie aussi sur la mousse, les ferrailles et le plastique. Aujourd'hui, sur ces 1,7 million, on a calculé les chiffres l'an dernier, on est sur 48% de valorisation énergétique, 44% sur du recyclage, et la part du réemploi représenterait aujourd'hui 5% sur ces 1,7 million. Donc un flux qui peut encore s'accroître, il y a encore du travail à faire sur le réemploi. C'est pour aussi ça qu'on se voit aujourd'hui. Donc sur la partie éco-maison, maintenant l'idée ça va être de vous présenter le conventionnement d'éco-maison et les soutiens associés. Partie qui va être assez dense, donc si vous avez des questions, on pourra y revenir à la fin quand j'aurai présenté l'ensemble. Déjà pour vous montrer une rétrospective de votre région aujourd'hui. Sur la région Grand Est, aujourd'hui, on a 48 partenaires de l'ESS qui sont conventionnés avec Écomaison. Donc on a 16 structures qui sont liées à Emmaüs, 5 qui sont des ressourceries et recycleries faisant partie du réseau national des ressourceries et recycleries. On a 2 spécialistes du jouet qui sont Carijou et Ulysse. Et on a 25 structures indépendantes de l'ESS qui font partie d'aucun réseau. Avec du coup des contrats sur les 3 filières qui ne concernent pas forcément toutes les structures. Aujourd'hui, on a 46 contrats actifs sur la filière meuble dans la région, 38 sur le jouet et 32 sur le brico-jardin. Donc vous voyez qu'on a ce côté historique sur le meuble où on est un peu plus implanté que sur les autres filières. Donc l'objectif du jour, c'est aussi de vous présenter ces 2 filières-là, jouet et brico-jardin, qui sont un peu moins connues que la filière meuble, et avec un taux de déclaration qui reste plutôt important sur la filière meuble et jouet, un taux de déclaration un peu moindre sur le brico-jardin. Donc l'objectif, ça va être de vous montrer aussi dans la convention cette traçabilité que les structures nous envoient chaque trimestre. Donc c'est important de vous montrer aussi ça.
Au niveau du taux de réemploi, si on compare à l'échelle nationale, aujourd'hui, nous, l'an dernier en tout cas, on a reversé à nos acteurs de l'économie sociale et solidaire un soutien de 12,6 millions sur l'ensemble de nos 3 filières. Et la région Grand Est aujourd'hui représentait l'année dernière 1,2 million de ces soutiens-là au total, donc c'est presque 10% des soutiens nationaux. Donc la région Grand Est reste quand même un gros pôle de réemploi chez Ecomaison aujourd'hui au niveau des ESS conventionnés. Au niveau des taux de réemploi, on voit qu'on s'approche quand même des taux nationaux. Sur Brico-Jardin, on a un taux qui est bien supérieur au taux national, malgré le fait que je vous ai montré avant que sur Brico-Jardin, on a peu de structures conventionnées et qui ne déclarent pas forcément aujourd'hui le réemploi du Brico-Jardin. Donc c'est plutôt un très très bon signe. Sur jouets et l'ameublement, il y a un taux de réemploi qui est moindre. Ça s'explique aussi parce qu'on a un peu moins de structures qui requalifient la matière aujourd'hui sur la région Grand Est. Si on compare à d'autres territoires, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui, sur d'autres territoires, requalifient la matière. Donc le meuble, ça va être de l'aérogommage, du sablage, de la remise en état de meuble, chose qu'on a un peu moins sur la région Grand Est. Mais je vais quand même vous illustrer un exemple après avec une structure qui l'a fait. Donc on a encore une marge de progression. C'est plutôt de bon augure. Pour conventionner chez Ecomaison, du coup, nous aujourd'hui, il n'y a que les structures de l'économie sociale et solidaire qui peuvent conventionner chez Ecomaison avec différents statuts. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui parce que vous les connaissez bien mieux que moi, mais du moment que vous avez un statut aujourd'hui associatif, vous pouvez répondre du coup au conventionnement Ecomaison. Je ne sais pas s'il y a des collectivités aussi dans cette réunion, mais tout ce qui est groupement d'intérêt économique et groupement d'intérêt public ne peuvent pas répondre aujourd'hui au conventionnement Ecomaison. Le conventionnement ne concerne vraiment que les ESS aujourd'hui. Donc là, c'est un schéma donc, pour vous illustrer ce que l'ESS doit faire quand elle conventionne chez Ecomaison. En fait, aujourd'hui, l'ESS, quand elle conventionne chez Ecomaison, elle peut percevoir des soutiens financiers et opérationnels pour la collecte de ces déchets. Mais pour percevoir ces soutiens, il y a une action à faire qui est la traçabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les associations, quand elles conventionnent chez Ecomaison, elles doivent nous tracer l'ensemble des produits des 3 filières que je vous ai montré avant en entrée. Donc, ça va concerner tous les produits qu'elles vont recevoir des particuliers qui viennent déposer ou les produits qu'ils vont aller collecter directement sur des débarras, des vides maisons. Il faudra les déclarer pour avoir le soutien en entrée. Parfois aussi, on peut vous mettre en relation avec des collectes, des hôtels par exemple, des adhérents d'Ecomaison qui feraient du don. C'est pareil, donc là, l'association doit nous les déclarer. Et donc, elle a un soutien en eurotonnes pour ça. Et dans un autre temps, l'association peut avoir un soutien quand elle déclare les sorties réemploi, c'est-à-dire les ventes et les dons liés à sa boutique solidaire ou sa ressourcerie recyclerie. Dès qu'elle va vendre un produit ou qu'elle va en donner, il faudra pareil déclarer les tonnes qui auront été vendues et réemployées du coup chaque trimestre pour avoir le soutien à l'eurotonne de la sortie. On a du coup des soutiens qui sont annexes aussi. Il y a le soutien forfait de collecte, c'est-à-dire que dès qu'une association va collecter un point partenaire Ecomaison ou qu'elle va collecter une déchetterie publique, elle peut avoir un soutien annuel avec un forfait de 500 € sur le jouet et 250 sur le Brico-Jardin pour la soutenir pour cette collecte qu'elle réalise régulièrement. Il y a un soutien à la sensibilisation sur la filière Brico-Jardin. J'en parlerai dans une autre slide qui est un peu plus explicite. Et du coup, je vous disais, il y a aussi un soutien opérationnel qui est notamment lié du coup à la collecte des déchets. Parce qu'aujourd'hui, quand une ESS conventionne chez Ecomaison, elle aura beaucoup de produits qui vont être réemployés, mais il y aura une partie du coup qui va finir en déchets. Cette partie-là, déchets, nous, on la prend en charge aujourd'hui Ecomaison, donc avec une benne pour le mobilier et des caisses palettes pour les jouets et brico-jardin.
pour en assurer la collecte et le recyclage. Pour vous illustrer avec quelques chiffres, vous pourrez regarder la présentation. Je ne vais peut-être pas détailler l'ensemble des chiffres, mais ça donne quand même un bon panel des soutiens qu'on peut apporter aux structures. Ce que je vous expliquais dans le schéma avant, il y a des soutiens à la tonne en 30 qui sont de 30 € sur l'ensemble de nos filières. Et après, il y a un soutien du coup à la sortie, donc à la tonne réemployée, qui est différent là en fonction des filières, effectivement. Sur la filière meuble, on soutient 130 € la tonne la sortie. Sur le jeu jouet, 450. Et sur le brico-jardin, il est de 300 €. Et du coup, vous retrouvez aussi ce que je vous disais précédemment, les forfaits de collecte quand une association va collecter un magasin ou une zone réemploi de déchetterie. Donc de 500 € pour le jeu jouet et 250 pour le brico-jardin. Et ce que je ne vous avais pas dit avant, c'est qu'il y a le soutien opérationnel de la benne, mais on soutient financièrement aussi les structures pour le tri qu'elles réalisent. Quand une structure a une benne DEA, donc une benne mobilier, et qu'elle en fait le tri, à chaque fois qu'elle est collectée par un opérateur, on rémunère 24,40 € la tonne la structure. Et quand une structure a une benne bois aussi et qu'elle fait le tri du bois à côté, on la rémunère 65 € la tonne pour le temps passé sur cette benne. Et puis du coup, il y a l'appel à manifestation d'intérêt que je détaillerai tout à l'heure, qui entre aussi dans ces soutiens. Là, c'est juste pour vous montrer, vous illustrer en fait ce que doivent nous déclarer les structures par filière. Donc en fait, sur la filière meuble, ils vont nous déclarer en entrée-sortie à chaque fois donc, le mobilier par sous-catégorie, donc assise, couchage, plan de travail, rangement et décoration textile. Et après, par type d'apport, ce que je vous disais avant. Les structures vont nous détailler si c'est de leur propre apport, si c'est des apports qui ont été collectés en déchetterie publique, si c'est des apports donc, de collecte de distribution auprès de professionnels qui sont adhérents chez Ecomaison. Et après, il y a les collectes aussi sur chantier, quand on met en relation avec des chantiers. Et donc, sous le même état d'esprit, elle nous déclare la sortie avec les catégories, mais là, il n'y a pas les types d'apports qu'on a en entrée à remettre. Même chose sur du coup la filière jeux jouets, donc là avec 3 catégories qui sont jeux de plein air, jeux de société, puzzle et autres jeux d'intérieur. Donc pareil, la structure nous déclare les entrées-sorties, c'est le même fonctionnement. Et du coup la même chose sur le brico-jardin, où les structures vont nous déclarer le matériel de bricolage, dont outillage à main, et les articles d'entretien et d'aménagement du jardin. C'est le même fonctionnement sur les 3 filières, juste les catégories sont différentes. Aujourd'hui, petite précision, les structures, soit quand elles font ces déclarations, elles partent des pesées qu'elles ont réalisées elles-mêmes via une balance et un outil qui s'appelle GDR ou même un autre outil, il n'y a pas forcément que GDR. Donc là, c'est elles qui font la pesée, elles entrent chaque trimestre dans l'outil Ecomaison les tonnages. Soit elles n'ont pas de pesée, mais elles sont capables de comptabiliser ce qu'elles rentrent et ce qu'elles donnent. Et là, nous, on fournit un ABAC avec des poids moyens. Et en fait, l'encadrant de la structure prend la BAC et fait le calcul en fonction des produits qu'il a rentrés et sortis pour nous envoyer les tonnages chaque trimestre. Il y a un forfait équipement aussi, donc qui est de 500 € par an et par structure, qui donc est pour l'ensemble des acteurs qui est conventionné avec Ecomaison. C'est un forfait que vous pouvez demander une fois par an qui permet de financer des outils qui peuvent aider à la traçabilité, donc des bacs de pesée, une caisse enregistreuse, GDR. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce forfait parce que au semestre 2 2026, on va créer carrément un appel à projet équipement qui ira encore plus loin que ce forfait qui du coup à terme ne restera pas forcément. Et du coup, je vous avais parlé aussi de sensibilisation sur la filière bricolage et jardin. Les structures qui en ont la possibilité ou qui le souhaitent peuvent faire de la sensibilisation sur le réemploi, même la collecte et recyclage des articles bricolage et jardin. Alors ça peut être auprès de mairie, d'un événement professionnel ou autre. Et nous, on peut fournir les kits de communication pour faire cette sensibilisation sur cette filière précisément. Et on soutient la structure à la demi-journée, 250 €. Donc elle peut le faire 6 fois par an.
Donc s'il y a des structures qui sont spécialisées dans cette thématique brico-jardin, voilà, vous pouvez aujourd'hui faire de la sensibilisation et être soutenu par Ecomaison pour ça. Et ça fait partie de la convention que vous avez avec Ecomaison sur la filière brico-jardin. Très rapidement, voilà, pour vous illustrer, les structures ont accès à des contenants de collecte sur les filières. Donc il y a une benne Ecomaison qui va surtout concerner la filière mobilier et des décorations textiles en sachet. Mais on peut admettre dedans aussi les grands jouets et grands bricolages et jardins qui seront triés par nos opérateurs par matière ensuite pour être recyclés ou valorisés. Donc le panel est assez large aussi, ça permet des coûts évités à la structure et nous on finance cette collecte-là à 100%. L'équatorier, ce que je vous disais juste avant, et du coup les caisses palettes aussi de 600 litres que les structures peuvent demander quand elles ont conventionné avec Ecomaison pour la collecte du jouet et du bricolage jardin. Attention, du coup, nous on collecte pas les piles batteries. Ça c'est Écosystème qui les collecte. Donc aujourd'hui, quand vous avez des caisses palettes avec Ecomaison, c'est exclusivement les jeux jouets et le matériel de bricolage et de jardinage qui n'est pas électrique ni thermique et ni à batterie. Et du coup, la benne bois pour les structures conséquentes qui auraient besoin d'une deuxième benne, mais qui serait dédiée vraiment exclusivement au bois. On retrouverait pareil le mobilier et la literie, et puis une partie des gros bricolages jardin et gros jouets qui seraient en bois. Du coup, j'enchaîne. Ça, c'était la partie conventionnement. Si vous avez des questions, on pourra y revenir après pour préciser. Là, l'objectif, ça va être de vous montrer assez synthétiquement, avec le temps qui me reste, l'appel à manifestation d'intérêt territoire et réemploi qu'on a créé depuis 2024 et qui est reconduit cette année avec une nouvelle session qui commencera en avril. Cet appel à manifestation d'intérêt, on l'a créé déjà pour répondre à nos objectifs de réemploi, parce que le cahier des charges que l'État nous a coordonné sur chacune des filières nous met en avant des objectifs de réemploi qu'on doit répondre. Et pour cela, du coup, il y a le conventionnement avec les structures de l'ESS, mais il faut aussi qu'on soutienne les structures pour qu'elles développent leur activité et qu'elles soient pérennes. Pour vous illustrer très rapidement, par exemple, voilà, pour 2026, sur la filière meuble, on a un objectif de 72 000 tonnes, ce qui est hyper conséquent. Sur le bricolage jardin, on a un objectif de 8 à 10 000 tonnes. Et sur la filière jouet, on a un objectif de 11 000 tonnes de réemploi. Donc ça reste quand même conséquent, ce sont des gros objectifs. Donc c'est pour ça que nous, on dynamise justement la partie réemploi sur ces trois filières. Ces objectifs sont calculés par rapport à l'ADEME, l'étude de préfiguration qui avait été réalisée il y a quelques années sur les trois filières, et par rapport au pourcentage de mise en marché. On doit réaliser tant de pourcents de tonnes par rapport aux mises en marché faites par les metteurs au marché. Donc voilà, l'appel à projet exclusivement réservé du coup sur les filières meubles, bricolage, jardin et jouets. Je parle pas de matériaux de construction depuis le début, c'est volontaire parce que la filière est en pleine refonte aujourd'hui et du coup elle est un peu à l'arrêt sur cette partie-là. Donc vraiment on va se focaliser que sur les trois filières que je vous évoque depuis le démarrage. Voilà. Malheureusement, s'il y avait des personnes intéressées pour les matériaux de construction, ce ne sera pas du coup le sujet aujourd'hui. Donc sur la partie AMI, l'ensemble des acteurs de l'ESS ou groupement peuvent répondre. Il est exclusivement aussi réservé aux acteurs de l'ESS. Les acteurs publics non ESS ou acteurs privés ne peuvent pas répondre à l'appel à manifestation d'intérêt. Les structures aujourd'hui peuvent, parce que c'est un dossier qui reste conséquent à remplir pour les projets ESS notamment. Donc vous pouvez vous faire accompagner par votre réseau. Donc si vous êtes chez Emmaüs, ce sera Emmaüs France qui va vous accompagner. Sur le réseau national des ressourceries, ce sera les antennes régionales. Alors pour la région Grand Est, du coup, il n'y a pas d'antenne régionale sur le réseau national des ressourceries, mais vous pouvez passer par ESS France qui vous accompagnera.
Et si vous êtes spécialiste du jouet, voilà, il y a Rejouons et après il y a l'Armée du Salut ou les ateliers Croix-Rouge, si vous êtes vraiment des acteurs Armée du Salut et Croix-Rouge. Aujourd'hui, il y a 3 axes qu'on finance chez Ecomaison sur cette AMI. Il y a le premier qu'on appelle collecte en vue de réemploi et de réutilisation, c'est-à-dire qu'on va financer tout ce qui va permettre à la structure de créer des nouveaux canaux de collecte ou d'aller chercher justement des nouveaux gisements. Donc ça va être tout ce qui va être moyen logistique, donc camions, poids lourds, on va aussi prendre en compte les équipements de manutention, les transpalettes, les gerbeurs, si vous avez besoin de racks de stockage également. Ça peut être la création d'une boutique en ligne, on l'a jamais eu encore, mais ça en fait partie. Pareil, tout ce qui va être matériel de pesée, si vous n'en avez pas encore aujourd'hui et que vous souhaitez vous mettre à la traçabilité par pesée, on peut le financer via ce premier canal de financement sur cette AMI. Le second, ça va être ce qu'on appelle renforcer ou professionnaliser les activités de réemploi et de remise en état. Donc là, globalement, c'est tout ce qui va concerner les ateliers de remise en état. Donc si vous voulez mettre en place un atelier d'aérogommage, de sablage sur le meuble, sur le brico-jardin, ça va être un atelier d'affûtage des outils. Sur le jouet, ça va être un atelier du tri des jouets. Mais on peut aussi vous financer un déploiement de plans de formation, notamment si vous créez un atelier. Vos employés seront peut-être pas forcément encore formés, par exemple, à la découpe du bois, à l'aérogommage. On peut financer ces formations-là aujourd'hui, justement pour vous aider à développer cette activité. Et le troisième axe de financement, c'est ce qu'on appelle développer des débouchés, vente ou don tracé. Ça va être de vous financer, par exemple, des travaux d'agrandissement de votre espace de vente et de stockage liés à nos filières. Ça peut être des travaux aussi pour créer un espace extérieur pour la vente, pour vous donner un exemple factuel, ou alors carrément la création d'une nouvelle antenne, d'une ressourcerie ou d'une recyclerie. Donc ces 3 axes-là, avec plein d'idées qui peuvent être regroupées dedans, il y a un détail dans une présentation que je partagerai à la CRES, qui pourront vous partager aussi, avec des exemples concrets. On en verra un aussi par la suite avec Emmaüs. Ce qui est important, c'est que ce dossier, quand vous allez répondre, il y a des critères, du coup, avec des points qui sont plus ou moins élevés en fonction des critères. Aujourd'hui, 40% de l'évaluation du dossier va être l'augmentation prévisionnelle des tonnages réemployés. Donc ça va demander à la structure de faire une étude de trajectoire ou une caractérisation pour montrer que grâce à ce financement, sur 2 ans, ces tonnages vont augmenter sur les 3 filières. Un deuxième qui représente 30% de l'évaluation, qui est la performance économique. Donc là, c'est une cohérence au niveau du projet sur le long terme, une cohérence sur les soutiens qu'on va apporter à la structure et surtout une pérennisation de cette activité. Par exemple, un atelier, si on le finance sur les 2 années avec l'AMI, c'est pour que derrière l'atelier soit utilisé pendant des années par la structure et que ça permette d'augmenter le réemploi aussi derrière. Donc il y a quand même une pérennisation et une performance économique qui est demandée. Il y a 10% qui est sur la dimension territoriale et collective. Donc là, c'est de montrer votre ancrage sur le territoire et les acteurs que vous mobilisez au niveau local. Il y a 5% du coup de l'évaluation qui est sur la qualité de la traçabilité. Donc, ce que je vous disais avant, c'est comment aujourd'hui les structures tracent. Bon, il y a 5% sur la contribution à l'emploi social et solidaire. Voilà, c'est de montrer que vous avez une plus-value sur ces branches-là. Et il y a 2 derniers critères qui sont sur la qualité du dossier, donc de manière générale, et sur le degré d'innovation et de réplicabilité. C'est qu'une structure, si par exemple elle met en place un atelier bois, comment ça peut être réplicable par une autre structure et est-ce que c'est innovant? Voilà, ça va être 5% aujourd'hui de l'évaluation. Dorian, si tu pouvais encore parler encore 2 minutes, ce sera bon pour toi pour terminer. Oui, pas de souci. Merci. Donc je finis rapidement, du coup, je vois que je dépasse un peu le temps. Excusez-moi. Un critère qui est éliminatoire, qui est important, c'est le taux d'investissement. Aujourd'hui, on demande à ce que les structures aient un minimum de 15% de taux d'investissement, c'est-à-dire un grand maximum au niveau des frais de fonctionnement de 85%. Si vous êtes en dessous, c'est éliminatoire. Voilà. Voilà, le montant de prise en charge, je vous laisserai regarder, mais on a soutenu des projets de 20 000 à 300 000 euros ces 2 dernières années, avec le financement sur 2 ans, ce que je vous disais.
Et il y a un taux de prise en charge d'écomaison en fonction du montant éligible du projet, donc, que vous voyez à l'écran, qui est quand même assez intéressant pour les structures. Vraiment une vision globale. On a eu 7 lauréats ces 2 dernières années sur la région Grand Est. Donc on a eu Emmaüs Agno, on a eu l'Armée du Salut, Emmaüs Chervillers, l'association Hollywood, les Gouttes d'eau du Val d'Argent, les ateliers de la Croix-Rouge d'Adly et Emmaüs Mundelsheim. Avec, voilà, vous pouvez le lire, des projets qui sont vraiment différents, de l'achat de véhicules et de la menuiserie, développement de collecte et de traçabilité, l'aménagement d'une nouvelle zone avec la création d'une zone de réception des dons sur un parking, par exemple pour Chervillers. Voilà, des projets qui sont différents les uns des autres, mais qui ont été soutenus par Ecomaison et ça représente 221 000 euros sur l'ensemble de ces 7 projets. Zoom sur un projet, mais je vois qu'Emmaüs Agno est là aujourd'hui, ils en parleront forcément mieux que moi, mais voilà, qui est un exemple prometteur. Donc je vais le passer pour laisser Luc en parler. Donc voilà, sur la partie interlocuteur, si vous êtes intéressé par le conventionnement ou l'AMI, que vous voulez plus de détails, donc là vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter directement sur la partie du coup, une grosse partie Lorraine et Alsace. Si vous êtes en Champagne-Ardenne et du coup sur l'autre partie Lorraine, voilà, il faut contacter mon collègue Paul Chavassieux et on vous donnera les détails. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dorian, c'était très complet. Je vois qu'on a des questions dans le chat. Alors, première question concernant le conventionnement. Est-ce qu'il est possible pour les SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les COP? Les Oui, SCOP. oui, Scope et du coup le premier sont dedans, oui. C'était pas détaillé dans la frise effectivement, mais on a des scopes et des SIC aujourd'hui qui sont conventionnés avec Ecomaison. Ok. Et on avait également des questions. Quel est le taux de déclaration? C'est quoi le taux de déclaration, justement? Moi j'ai le chiffre à l'échelle nationale, on est autour aujourd'hui sur l'ensemble de nos acteurs de 85% de taux de déclaration. Souvent les structures qui ne déclarent pas, si je peux donner un peu de détails, c'est souvent qu'elles ne comprennent pas forcément comment déclarer. Donc là, nous, on peut accompagner avec les réseaux, ou alors c'est une volonté de ne pas déclarer aussi. Voilà, pour être très factuel. Ok. Et on avait une dernière question. Quelle est la durée d'un conventionnement Ecomaison? Bah, c'est en continu sur la durée de nos agréments. L'État nous agrée tous les 6 ans sur les 3 filières. Donc du moment qu'on est agréé, bah, vous continuez le conventionnement, on continue avec nous. On a des structures qui sont conventionnées chez Ecomaison depuis 2014 par exemple. Donc à partir du moment où vous signez une convention avec Ecomaison et qu'on est encore agréé, vous êtes encore en contrat avec nous. Vous pouvez aussi décider d'arrêter si vous le souhaitez, voilà, ou que la structure ferme. Mais c'est en continu. Ok, merci. Et Nico qui avait aussi également une question. Oui, bah, pareil, hein, si ça laisse le temps à des personnes qui ont encore une question de l'écrire dans le module questions-réponses dédié. Moi, je voulais simplement rebondir sur l'actualité par rapport à Ecomaison en Grand Est. Il me semble que vous êtes aussi dans une logique de déploiement des conventionnements. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce sujet-là? Alors sur la partie ESS, oui, on cherche des nouveaux acteurs. On n'a pas de taille de structure idéale, hein. C'est ouvert aux petites structures comme aux grandes structures. Nous, on recherche concrètement le plus d'acteurs possible parce que c'est notre mission. On est agréé pour ça par l'État. On doit soutenir le réemploi, notamment ESS. Et on recherche notamment aussi précisément dans la région Grand Est. Si on prend la cartographie que je vous ai montrée tout à l'heure, il y a quelques zones blanches qui apparaissaient où on n'avait pas d'acteurs, notamment en Champagne-Ardenne. Voilà. S'il y a des acteurs dans la salle qui sont de cette région, même qui ne sont pas forcément de cette région, mais qui souhaitent conventionner, voilà, on est ouvert à tout type de structure aujourd'hui. Ok. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions Je crois que c'était tout niveau questions. Je ne vois pas d'autres Il y aura encore la possibilité de les poser tout du long de la séquence et on gardera les dernières minutes s'il y a encore des questions qui surviennent. Parfait.
Merci. Merci Dorian. Merci beaucoup. Sur les slides. Plus optimal. Une seconde. Voilà. On va passer maintenant à la petite table ronde sur le témoignage des structures de l'ESS. On accueille Luc Ganté pour Emmaüs Nord Alsace, qui est chargé de projet, et Lucie Chaugnot, chargée de développement et de coordination de l'atelier bois Hollywood. Bonjour. Bonjour. À vous deux. Première petite question pour une mise en contexte, une petite introduction. Est-ce que vous pouvez chacun présenter rapidement votre structure et votre rôle dans l'économie circulaire? Qui commence? Allez-y, je vous en prie. Lucie, allez-y. Donc bonjour, moi c'est Lucie Chaugnot, donc je suis chargée de développement et de coordination à l'atelier bois partagé Hollywood à Neufchâteau, qui est un tiers-lieu associatif qui a été créé en 2021. En fait, la base de ce projet, c'était une volonté en fait de pouvoir apporter aux étudiants du secteur, des étudiants du bois et de l'ameublement qui étaient dans les centres de formation de Neufchâteau, de leur apporter un lieu où ils pouvaient continuer à s'exercer en dehors des ateliers des écoles, puisque les ateliers ferment à 17 h. Et tout ça dans l'objectif de pouvoir préserver un peu la filière bois qui est la filière un peu historique de notre territoire. Et finalement, c'est une structure qui s'est petit à petit ouverte à tout public. En fait, on accueille du coup des adhérents, qu'ils soient particuliers, novices ou passionnés du bois, donc les étudiants des centres de formation, des artisans aussi du secteur du bois et ameublement, à qui on permet d'avoir un atelier professionnel à moindre coût, surtout au niveau de leurs investissements. On héberge également un chantier d'insertion. Et puis, à côté de ça, on propose beaucoup de collectifs avec différents partenaires, que ce soit des écoles, l'Office du tourisme, des structures sociales, médico-sociales, et bien d'autres encore, on va dire. Et du coup, on a voulu commencer à se développer sur la filière de réemploi, puisque l'année dernière, on a commencé un conventionnement avec la déchetterie publique du secteur. Et d'où notre demande de conventionnement éco-maison et la labellisation du coup via l'AMI. Merci beaucoup. Est-ce que Luc, vous voulez prendre la parole pour vous présenter? Ouais. Bon, je vais peut-être pas présenter en détail le mouvement Emmaüs. C'est un mouvement qui a un peu plus de 70 ans. Alors c'est une grosse galaxie aujourd'hui avec plein de structures un peu dans tous les sens. C'est structuré en 3 branches, juste pour faire court. Une première branche qui est la branche économie solidaire et insertion, donc c'est toutes les structures d'insertion. Par exemple, vous connaissez peut-être le Relais, enfin il y a le Relais Est. L'ébène de vêtements là, ou Label Emmaüs, qui est la vente en ligne. On a une branche qui s'appelle Action sociale et logement, c'est la fondation, et puis une branche qui est la branche communautaire. Donc ça, c'est celle qui est la plus connue, c'est les structures de vente Emmaüs, les communautés. Donc les communautés, il y en a 122 en France. Donc les communautés, ce qu'on sait moins, c'est que c'est avant tout des lieux d'accueil, de solidarité. En fait, notre modèle économique, c'est que le fonctionnement est financé par la vente. Donc, on n'a pas de subvention de fonctionnement, on est totalement indépendant de tout subventionnement pour l'activité sociale, quoi, hein. Donc, toutes les personnes, on accueille exclusivement des personnes sans aucune ressource. Voilà, c'est financé par le recyclage et la vente. Donc Emmaüs Nord Alsace, donc Agno, ça a commencé en 83, et puis on a ouvert Saverne en 94. Aujourd'hui, on accueille 60 personnes à peu près, 60 compagnies et compagnons, et on est 13. Voilà. Donc on est conventionné avec la plupart des éco-organismes, dont Écomaison, pour lesquels on a participé il y a
1 an ou 2, je crois, je ne sais plus quand était l'appel exactement, sur l'AMI qui nous a permis de moderniser notre menuiserie. On va en parler plus tard. Voilà pour la présentation générale. Merci beaucoup à vous deux. Vous l'avez dit, vos deux structures, elles ont développé un partenariat avec Ecomaison. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail les apports concrets de cette coopération avec l'éco-organisme et les actions et les résultats que ça vous a permis de réaliser et potentiellement les éventuels changements que vous avez dû induire dans votre organisation? Je vous laisse la parole, Lucie, je vous laisse. Alors, du coup, nous, c'est tout récent. On vient seulement d'obtenir le conventionnement avec Ecomaison ainsi que la réponse à l'AMI. Notre but, en fait, en demandant ces financements, c'était de pouvoir développer cette activité qu'on a seulement amorcée un petit peu en test l'année dernière avec justement le conventionnement avec une déchetterie locale. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas finalement développer cette activité-là, d'une part ben, par rapport à l'actualité, hein, je veux dire du réemploi, mais aussi en se disant que c'était peut-être une activité qu'on pouvait éventuellement partager du coup avec le chantier d'insertion qu'on a sur les lieux, puisque sur une activité de réemploi, on a des choses et des compétences plus minimes que sur certaines choses où on doit fabriquer entièrement. Donc, ce qui pourrait permettre d'élargir aussi les publics cibles sur cette activité-là. C'est également pour pouvoir sensibiliser plus le public sur ces questions de réemploi à travers la proposition d'ateliers, soit pour customiser, transformer des choses, des objets qu'on aurait récupérés, soit aussi pour faire de l'accompagnement à la rénovation de mobilier, des gens qui auraient déjà des choses à rénover, ou alors justement avec les adhérents qu'on a déjà et qui sont intéressés par le mobilier qu'on va récupérer du coup avec nos conventions déchetterie et autres partenaires locaux. Donc, ce qu'on en attend, c'est que ça soit une réelle activité qui se développe sur l'association et que voilà, qui pareil, qui soit à la rencontre des différents publics qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. D'accord, merci beaucoup. Luc, même question. Ouais, pour nous c'est un petit peu différent. On avait déjà une menuiserie en fait, donc on est conventionné avec Ecomaison depuis bien longtemps. Par contre, on avait déjà une menuiserie, mais qui servait de manière très limitée, parce que c'était du matériel assez ancien, et pas très adapté à ce qu'on souhaitait. En fait, ça faisait un petit moment qu'on tournait autour du sujet de la vente mobilier, puisqu'on observe quand même clairement un changement dans les dons et les habitudes d'achat dans nos salles de vente. Ce qu'on reçoit, c'est quand même globalement plutôt des meubles assez massifs, assez encombrants, qui n'est pas très adapté aux habitats modernes, hein. Par contre, la demande pour du mobilier ancien, elle existe, mais c'est des gens qui souhaitent plutôt l'acheter pour faire de l'upcycling, qui souhaitent des meubles qui soient en bon état et qui soient décapés et prêts à vraiment à vivre une autre vie, quoi. Donc on avait déjà envisagé de déménager cette menuiserie, cette ancienne menuiserie, et finalement l'appel à la manifestation d'intérêt qui avait été lancé par Ecomaison a été vraiment l'opportunité de formaliser exactement notre besoin, de se poser les questions et puis c'était l'occasion de se lancer une fois pour toutes. Donc maintenant on a une menuiserie moderne avec un seul combiné multifonction, hein, qui permet en plus aux compagnons de se former sur du matériel moderne. On a aussi une partie de soudure, enfin, qui permet de réparer à peu près l'intégralité de ce qui peut nous arriver. Et surtout une cabine d'aérogommage avec l'ensemble de l'électroportatif qui va bien pour pouvoir réparer, remettre en état et surtout décaper des beaux meubles anciens qui nous arrivent.
Ce que j'avais pas détaillé avant, c'est qu'on a un site à Saverne, et sur ce site à Saverne, on a, qui dépend de la communauté de Saverne, une petite boutique qui est en centre-ville. Donc évidemment, on vend pas du tout la même chose à la communauté au centre-ville. Par contre, des meubles anciens, décapés, des petits meubles, vous voyez, des chevets, des petites commodes, des trucs en centre-ville se vendent très très bien. Du coup, on va faire la même chose. On est en train de faire la même chose sur Adno, d'ouvrir une boutique aussi. Donc là, vraiment, l'AMI, ça a été l'occasion de se lancer, de pouvoir acquérir un véhicule pour pour récupérer le matériel qui vient de Saverne, le décaper ici, le renvoyer, enfin faire les échanges intersites, et surtout de se lancer dans le décapage. Ça marche très bien. On envisage une bonne centaine de meubles à décaper là, pour cette année, quoi. Donc c'est plutôt, voilà, ça se passe pour l'instant plutôt pas mal. Simplement pour rebondir, Monsieur Gantet, du coup, également par rapport au conventionnement avec Écomaison. Euh, et, euh, donc, on est sur un partenariat aussi, hein, sur du long terme, au-delà de la dimension de projet. Est-ce que, du coup, vous avez dû mettre en place une organisation particulière pour voilà, tout ce qui est traçabilité, les pesées, etc. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, ouais, on était déjà, alors on est conventionné avec Écosystème depuis au moins 15 ans, donc on avait déjà un petit peu de pesée, ce qui fait que c'était pas un grand choc culturel pour nous. Par contre, effectivement, quand sont arrivés les nouveaux conventionnements, parce qu'il n'y a pas que Écomaison, mais globalement, effectivement, les exigences de traçabilité qu'il y a sur tous les nouveaux contrats, on a développé et mis en place un système. Alors qu'on a mis en place en commun avec Emmaüs Strasbourg. On fait beaucoup de choses ensemble avec Chervillers et Strasbourg, enfin sur Emmaüs Alsace en général. Et donc on a mis en place une solution de balance connectée qui permette effectivement de simplifier la traçabilité, parce que sinon c'est quand même assez complexe, parce que vous avez vu ce qu'a présenté Dorian tout à l'heure, hein. Quand on vend un jouet, il faut le peser et dire si c'est du jeu de société, si c'est du jeu d'extérieur, etc. Donc il faut que pour le vendeur, ça aille le plus vite possible. Donc c'est des balances connectées qui permettent de faire ça très rapidement. Pareil en entrée, c'est toute une infrastructure à mettre en place. Alors c'est un peu, pour nous, c'était pas un grand choc psychologique parce qu'on avait déjà un petit peu d'expérience. Maintenant, effectivement, quand on part de zéro, bon, si on n'a que Écomaison, ça va encore. Si on a tous les éco-organismes, il faut comment dire, s'approprier toutes les exigences de chacun, et ça peut devenir, si on fait tout en une seule fois, ça peut devenir un peu effrayant, ouais. Mais ça se fait, hein, c'est pas impossible. Non, c'est un changement de culture, de mentalité, mais pour nous, c'était pas. Enfin, les compagnons qu'on a aujourd'hui sont pour beaucoup des sans-papiers qui viennent de pays étrangers et qui sont souvent plutôt diplômés. Donc, se servir d'une balance connectée, avoir la culture de est-ce que c'est un jeu de société, voilà, ça pose pas de difficulté. Franchement, ça s'est fait. On avait plus d'appréhension que ça, et finalement, ça s'est fait sans trop de difficultés. Merci. Merci beaucoup pour ces détails. Je vais passer à la question suivante concernant plutôt la coopération. Est-ce que vous travaillez avec d'autres acteurs de votre territoire, que ce soit des collectivités, d'autres entreprises ou d'autres associations? Et en quoi est-ce qu'elles sont essentielles à la réussite de vos projets? Peut-être donner la parole à Lucie. Oui, alors du coup, oui, en fait, nous, on est une association qui est quand même bien ancrée sur le territoire et qui est beaucoup soutenue au niveau de la communauté de communes, déjà. Elle a été, du coup, elle a été dans l'impulsion même de la création de l'association. Elle nous soutient aussi dans le financement annuel de fonctionnement, dans la mise à disposition du local, enfin voilà, et même au niveau
ingénierie. Donc, je veux dire, on a déjà ce soutien qui est pour moi essentiel dans une petite structure comme la nôtre. C'est grâce à eux aussi, du coup, qu'on a ce conventionnement pour la première déchetterie. On risque d'en avoir une deuxième, puisqu'il y a une autre déchetterie qui va s'ouvrir sur le secteur à moins de 10 km de l'atelier, donc un gisement supplémentaire. On a développé aussi un partenariat avec une entreprise du secteur qui fait de la fabrication de salles de bain, de mobilier pour les hôpitaux, maisons de retraite, etc. et qui nous donne des fois du surstock. Pas forcément de meubles complets, mais en tout cas d'éléments mobiliers ou miroirs, etc. On s'est aussi ouvert en partenariat avec une personne, une société en fait qui fait du vide maison. Et tout ce qui est trop plein et qu'ils n'arrivent pas à revendre, du coup, on arrive à récupérer. Et puis, on a aussi tout le lien avec les centres de formation liés au bois et l'ameublement, avec lesquels on arrive à faire aussi de l'échange de compétences. Et donc, c'est assez intéressant. Par exemple, là, en déchetterie, on avait récupéré 2 anciens fauteuils qu'il fallait retapisser. Et au sein de l'atelier, on n'a pas forcément la compétence en tapisserie d'ameublement. Et du coup, c'est les élèves de l'école qui vont rénover les 2 fauteuils avec leurs profs sur l'année scolaire. Donc voilà, c'est plein. En fait, c'est tout le maillage justement avec toutes ces structures qui fait que le projet est intéressant et qui peut être viable, je pense. Bien, merci beaucoup. Luc, si vous voulez également répondre à la question. Ouais, pour nous, on a une habitude de coopération entre Emmaüs, hein. Alors c'est un peu aussi l'inconvénient d'une grosse structure comme ça, c'est qu'on peut facilement avoir tendance à rester un peu entre nous. Par contre, c'est vrai qu'on a une grosse coopération, retour d'expérience, de partage avec principalement les autres communautés d'Alsace. Après, on coopère beaucoup aussi avec des entreprises. Pour nous, c'est indispensable, hein. Alors, à la fois sur des dons de matériel, ça peut arriver, ce qui est toujours intéressant parce que c'est souvent du matériel qui est beaucoup plus récent que ce que peuvent donner les particuliers. Mais surtout pour l'alimentaire, hein, puisque on a 60 personnes qui vivent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans les communautés. Donc, le budget nourriture, c'est pas négligeable. Donc, les partenariats avec Leclerc ou Super U, c'est toujours bienvenu. Mais réciproquement, on a aussi des partenariats avec d'autres assos complémentaires, genre par exemple avec une épicerie solidaire sur Agno, puisque typiquement quand on récupère des produits alimentaires, ça peut être en très gros volume, plus que ce que nous on peut absorber, donc on va se les répartir aussi avec les Restos du Cœur ou avec d'autres assos. Donc c'est voilà, on va se répartir les choses comme ça. Et évidemment, après, une coopération avec les institutionnels, ça c'est absolument indispensable, hein, pour tout ce qui est réglementaire, aussi pour ce qui est mis en avant, hein, faire un peu de pub, les mises en relation, parce que souvent les élus connaissent un peu tout le monde, mais aussi c'est à double sens, hein, puisque les élus vont aussi nous envoyer des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de matériel ou de mobilier à prix solidaire, etc. Donc, ouais, même si on a une certaine tendance à rester un peu entre nous, la coopération, c'est obligatoire et indispensable, ça c'est clair. Merci beaucoup pour ces éclairages. Peut-être quelques conseils de fin. Quels conseils vous donneriez à Hollywood qui est justement en début de parcours avec Ecomaison? Et plus généralement, quels conseils vous pourriez donner à une structure qui souhaite se lancer dans un partenariat? Avoir des conseils, je sais pas, c'est de partager beaucoup, aller à la rencontre des autres structures, s'appuyer sur les institutionnels, comme je disais, hein, souvent ils connaissent tout le monde, et puis les éco-organismes évidemment, pour avoir des contacts, s'en servir beaucoup pour les carnets d'adresses. Les autres structures vont pas vous rejeter parce que vous les concurrencez entre guillemets. Il y a pas, enfin, on est rarement dans une optique de concurrence, donc aller contacter les autres, voir ce qu'ils savent. Moi, je vois, hein, nous entre Agno et Saverne,
la population qu'on peut accueillir ou qu'on peut accueillir aussi en salle de vente, nos clients, ou les dons qu'on a sont pas du tout les mêmes. Donc, aller trouver dans les institutionnels ou dans les contacts des éco-organismes ou dans les autres associations des éléments très concrets sur vraiment l'ancrage local, c'est indispensable. Et puis au moins en plus, voilà, c'est ne pas être tout seul, quoi. Merci beaucoup. Et Lucie, pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ce retour d'Emmaüs, vu que vous êtes, vous, seulement au début du parcours? Ça me rassure dans le sens où nous, ben, du coup, en fait, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais on se lance dans cette activité en sachant que justement l'année dernière, on avait investi dans une grosse sableuse aérogommeuse professionnelle et que du coup aussi c'était le lien justement avec le réemploi où on s'était dit justement c'est une activité à développer et qu'on pensait justement au fait, enfin du coup j'avais la même vision des choses, donc ça me rassure en me disant que les gens, techniquement maintenant reprendre un gros meuble, qu'ils ont déjà à sabler et cetera, pas forcément idéal. Du coup nous on le propose soit chez nous directement, soit, on va justement préparer des meubles qu'on reçoit, directement sablés pour donner déjà envie à la personne de l'acheter puisque je pense que oui, ça fait partie des nouvelles tendances quoi, actuelles, quoi. Voilà, donc je pense que j'ai voilà. Ça me rassure, d'être dans la bonne direction. Après, même si je sais que suivant les secteurs géographiques, on n'aura pas forcément le même retour, mais c'est quand même une tendance générale, Ouais. sur ça, donc je pense que voilà. Merci beaucoup à vous deux pour ces échanges et ces réponses. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le chat? N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants. Je crois qu'il Il n'y en a pas pour le moment. Pas pour le moment, donc on va continuer. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas et on reviendra plus tard pour poser les questions aux intervenants. Merci en tout cas, Lucie et Luc. Merci. Merci. Alors, on passe à la suite. Je vais laisser la parole à Mirko. Oui, dans la continuité hein, de cet aplomb, déjà, voilà, je trouve que c'était super intéressant d'avoir deux points de vue, de typologie de structure assez différentes, hein, avec des retours d'expérience à différents degrés aussi, et voilà, différents secteurs géographiques et des tailles de structure, en tout cas en termes d'appartenance à un écosystème plus large, par exemple, hein, avec Emmaüs. Voilà. Donc, c'est tout ça pour dire que ces possibilités de partenariat autour de l'économie circulaire et des filières REP, les responsabilités élargies du producteur, ça peut être intéressant pour tout type de structure de l'ESS dès lors qu'elle s'intéresse aux thématiques de l'économie circulaire. Par rapport à ça, donc on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de Dorian Reynaud d'Ecomaison. C'est un éco-organisme, mais effectivement, il y en a plusieurs. Il y a un certain nombre de filières qui sont qualifiées de filières REP, et vous retrouvez la liste des éco-organismes qui sont agréés par l'État sur le site de l'ADEME. Donc là, on vous a mis le lien sur cette diapo, vous pourrez aller consulter. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que notre tête de réseau nationale à laquelle appartient la CRES, donc ESS France, travaille également de près hein, sur ces sujets de transition écologique et autour des filières REP. Et depuis quelques années, il y a eu donc, des AMI qui sont lancés, notamment autour du textile, par exemple, hein, l'AMI avec Refashion. Il y a des livrets également qui sont édités hein, par ESS France en partenariat avec les éco-organismes sur les différentes filières REP. Donc voilà, on vous invite vraiment à aller consulter ces travaux. C'est des mines de ressources très opérationnelles pour les porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans les conventionnements avec les éco-organismes. On va continuer. On vous a mis ici listé quelques dispositifs sur l'économie circulaire qui pourraient être intéressants pour les structures, notamment l'aide régionale et le chèque transition du tissu économique. Voilà, certains sont déjà en cours.
D'autres vont arriver, comme notamment l'appel à projet économie sociale et solidaire de la région Grand Est qui va arriver en juin, mais également Grand Est Innovation Sociale en ruralité qui est en cours de refonte actuellement, qui sera lancé début septembre 2026. Donc les liens sont cliquables, vous l'aurez directement dans le support PowerPoint. On a fait une sélection, hein. Donc là, effectivement, c'est pas du tout exhaustif, hein. C'est seulement certains dispositifs qui sont valables au niveau régional Grand Est. Et on a également cité deux dispositifs un dispositif autour de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, hein, qui est un des 7 piliers de l'économie circulaire, qui est en cours et lancé par l'ADEME. Donc, voilà, on vous invite à chuter ces différents dispositifs. Il y en a qui sont orientés autour de l'investissement et d'autres qui viennent plutôt soutenir le travail des structures. Également, vous avez listé ici les prochains événements liés à l'USS, notamment l'apéro réemploi qui aura lieu le 31 mars à Châlons-en-Champagne. Vous avez également le lancement de l'appel à la candidature pour les trophées RSE qui aura lieu le 2 avril à Metz. Également la rencontre nationale des PTCE et des tiers-lieux qui aura lieu fin mai à Strasbourg. Vous avez aussi la semaine des achats socialement et écologiquement responsables dont je peux parler au début, qui aura lieu début juin, du 8 au 12 juin. Également le forum de la coopération d'éco-parcs le 11 juin à Münsterschloss, si je le prononce bien. Et également le forum Ici on agit le 17 et 18 juin à Strasbourg. Vous aurez également tout ça dans les diaporamas. Et pour terminer, vous avez un questionnaire de satisfaction que vous pouvez scanner directement sur ce QR code et qui vous sera également envoyé par la suite après le webinaire. Donc, n'hésitez pas à répondre et à donner votre avis, vos commentaires et vos axes d'amélioration. Et simplement, hein, du coup, on va vous transmettre le lien pour répondre à ce questionnaire de satisfaction en même temps que le lien pour regarder le webinaire en replay, ainsi que les slides. Donc voilà, le temps que celles et ceux qui le souhaitent sortent leur téléphone pour flécher le QR code, n'hésitez pas, c'est pas encore trop tard pour poser une question dans le module questions-réponses. Et sinon, on va conclure. Ah non, on a une question de l'art et la matière. Alors, l'art et la matière à Mulhouse remet en circuit des matériaux de seconde main, pas de produits manufacturés sauf à la location. Des dispositifs de soutien seront-ils abordés prochainement lors d'un webinaire, par exemple? Alors, je ne sais pas à qui cette question s'adresse. Je pense que c'est peut-être plutôt du côté de la CRES. Ça peut être un sujet, hein, de faire une action spécifiquement sur le sujet de la seconde main, du réemploi. Ça peut être envisageable. En tout cas, merci pour la remontée de besoins et l'idée. On en prend bien bonne note. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Bien, dans ce cas, on peut conclure. Ok. S'il n'y a plus de questions, alors on va conclure. Comme dit, vous avez le questionnaire de satisfaction. Il vous sera envoyé dans les prochains jours avec le support de présentation et le replay, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous avez d'autres questions encore, vous avez notre adresse mail de contact essor.est@cres.est ou les contacts de coordonnées de tous les intervenants du webinaire. Et merci encore pour votre participation et à tous nos intervenants et intervenantes pour leurs apports d'expertise et de retour d'expérience. C'était très riche. Merci beaucoup. Merci. Merci.